y a aussi les approches sensorielles, c'est-à-dire faire de l'olfaction à l'hôpital notamment, ce qui est extrêmement important, mais par contre il y a des règles et ça il faut quand même travailler d'une façon bien claire. Donc approche sensorielle, je l'ai mis au pluriel parce qu'effectivement il y a l'approche par l'olfaction, mais il y aurait aussi par le goût, par la vue, regarder la plante, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, je vous disais que donc d'un côté, on a l'aromathérapie scientifique et médicale, très analytique, qui s'occupe essentiellement des molécules, et ça a été vraiment une grande chose. Ça nous a permis de développer l'aroma, mais qu'aujourd'hui, on se rend compte que la biochimie, eh bien, la biochimie n'explique pas tout, et qu'à composition biochimique équivalente, eh bien, on a des propriétés thérapeutiques qui peuvent être légèrement différentes, voire assez différentes. Hein. Par exemple, tout le monde connaît l'exemple de la gaultérie face au bouleau, Betula lenta. La gaultérie et le bouleau contiennent toutes les deux 99,79% de salicylate de méthyle, donc de l'aspirine pratiquement pure. Pourtant, eh bien, en clinique, on s'aperçoit que la gaultérie a un effet anti-inflammatoire, mais plutôt vasculaire, alors que le bouleau va agir, comme la plante d'ailleurs, qui désacidifie les sols. Le bouleau, l'huile essentielle de bouleau, va agir sur des terrains un petit peu plus âgés, un petit peu plus acides. Et donc, il ne faut pas se tromper. Il y a des nuances qu'il va falloir saisir. De même, je vous ai mis le basilic et l'estragon qui contiennent 80-88% de méthylchavicol, antispasmodique, musculotrope et neurotrope. Eh bien, pour l'estragon, nous avons une propriété qui est antihistaminique, qui n'est absolument pas présente dans le basilic. Donc on se demande finalement si la biochimie n'est pas un petit peu limitée. Le sapin de Sibérie et la pruche, avec une composition vraiment extrêmement proche acétate de bornyle et de l'alpha-pinène, eh bien on sent la pruche qui va monter à l'olfaction, c'est quelque chose qui va être dématérialisante et on va s'en servir d'ailleurs en soins palliatifs, alors que le sapin de Sibérie, très équilibrant d'ailleurs, très harmonisant, on est vraiment dans l'équilibre, mais ça reste quand même au niveau surtout des voies respiratoires et ça ne va pas plus loin. Et puis enfin, la lavande vraie et le petit grain bigarade, où on a la même composition avec acétate de linalyle et du linalol, c'est vraiment pratiquement un copier-coller. Pourtant, les indications sont différentes. On dit toujours que la lavande, c'est plutôt la maman qui rassure. Bon, c'est un poncif pas tout à fait juste, mais pas très faux non plus, la maman rassurante qui console, qui rassure, alors que le petit grain bigarade, ça va être plutôt le câlin de la grand-mère. C'est pas du tout la même éducation. Quand vous avez fait une bêtise, la maman rassurante, la lavande, ça va donner déjà une petite claque, dire bon, t'as fait une bêtise, bon, on corrige, et puis ensuite, voilà, maintenant je t'aime et on va réparer le problème. Alors que la grand-mère, elle s'en fiche complètement, dit « Oh, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on va manger un bonbon ou aller acheter un pain au chocolat et ça ira bien. » C'est deux tempéraments différents et il convient, je dis toujours pour les soignants, d'avoir dans la poche droite la lavande, si vous voulez, mais dans la poche gauche, le petit grain bigarade, parce qu'en général, quand vous n'appréciez pas l'une, ce sera l'autre que vous pourrez mettre en œuvre auprès d'un patient. Donc voilà, juste pour vous expliquer que la biochimie qui est pourtant complètement indispensable, je l'ai mis, j'aurais pu le mettre en gras et le souligner, parce que je ne veux pas qu'il soit dit que finalement Michel Faucon maintenant dérive complètement sur les approches sensorielles, complètement poétiques, etc. Ce n'est pas vrai. Je reste vraiment pharmacien dans l'âme d'ailleurs, très attaché aux molécules et à la chimie. Il n'en est pas moins vrai qu'il nous faut un deuxième regard sur la réalité. La connaissance de quelques briques moléculaires n'est pas suffisante et donc sur les 800 ou voire 1000 d'ailleurs maintenant, molécules contenues dans une huile essentielle, qu'en est-il des 798 ou etc. autres? On ne prenait autrefois, jusqu'à maintenant, que les molécules caractéristiques entre guillemets du chémotype et on se fichait complètement de la kyrielle de petites molécules qui souvent étaient des petits pics insignifiants qu'on considérait comme étant des artefacts parce que ultra minoritaires.
Donc effectivement, pour appréhender l'organisation générale du vivant, ce que j'appelle l'être plante, pour moi, une plante, c'est un être vivant. Et on a besoin plus encore que du tas de briques, parce que qu'est-ce qu'on a fait à la génération d'avant, et ce n'est pas du tout pour les critiquer, parce que j'en suis vraiment, je me réclame de cette école française, mais on a déconstruit, si vous voulez, l'être plante pour finalement avoir un tas de briques moléculaires devant, mais voilà, on sait dire beaucoup de choses des briques, mais l'organisation du monument, c'est-à-dire de l'être plante, de l'intégrité, de l'intégralité de la plante, eh bien là, on a un petit peu oublié. Et ça, je pense que ce n'est pas bon en thérapeutique. Alors, juste un clin d'œil sur la chromato-olfactométrie pour montrer que les sciences sensorielles sont tout à fait scientifiques. On passe, comme pour la chromatographie, de l'huile essentielle dans une colonne avec un détecteur et ça nous donne la chromatographie en phase gazeuse que vous connaissez classiquement en haut, mais en même temps et en aveugle, on fait sentir à la personne le même effluent, si vous voulez, la même huile qui passe au même moment, d'accord ? J'ai fait une double flèche et en bas, à chaque fois que la personne va sentir, elle va détecter un odorant, clac, elle va appuyer sur le bouton rouge et ça va se mettre à l'endroit, mettre un petit signe, si vous voulez, sur la chromato. Et ensuite, on va aller voir que, eh bien, quelquefois, il y a des signes qui sont détectés qui font l'objet d'un pic pratiquement insignifiant. Et là, on va pouvoir détecter des molécules extrêmement importantes. Je n'ai pas le temps de vous développer ça, mais c'est développé au CNRS, notamment à Nice. Ils font des choses extrêmement intéressantes. Donc, on peut aussi poursuivre avec ça. Le nez entraîné, c'est ce que je veux vous dire, c'est ça le message aujourd'hui. Le nez entraîné est un instrument de mesure qui est assez fiable. Voilà. Bien sûr, il faut quand même qu'il soit un petit peu entraîné, mais ça vient vite. Je fais des stages, je m'étonne parce qu'en 3 journées, on a des résultats qu'on fait en aveugle, on fait des petits tests et on se rend compte que finalement, on sait très bien, choisir une huile de bonne qualité, de qualité médicale, d'une huile médiocre ou de mauvaise qualité, impropre à la thérapeutique. Donc l'analyse sensorielle peut permettre ou confirmer, c'est souvent en plus de la chromato bien sûr, permet de confirmer l'identification d'une huile essentielle. Alors, on va faire cet exercice très audacieux de faire sentir à l'ensemble des personnes qui sont là, on va faire sentir par exemple de l'encens, l'oliban, Boswellia carteri. Donc, on va vous faire sentir successivement une qualité médicale, c'est-à-dire artisanale, issue d'une distillation lente et douce, faite dans une cuve inox, avec un temps très long, avec beaucoup d'amour aussi avec, d'accord ? Et puis, on vous fera sentir aussi, alors en aveugle, je ne vous dis pas la première ou la deuxième, eh bien, la même huile d'encens, le nom est le même, mais ce n'est pas la même qualité, c'est une qualité industrielle, qui est d'ailleurs une qualité qui est vendue comme étant de qualité médicale, que j'appellerais une qualité propre. On ne va pas vous faire sentir un truc vraiment, entre guillemets, dégueulasse, excusez-moi l'expression, mais vous allez quand même essayer de sentir la différence qui existe entre une qualité artisanale et une qualité industrielle. Voilà, donc on peut distribuer les mouillettes, c'est un exercice difficile parce qu'il faut agir rapidement. Donc, je vous demanderai quand même un minimum de concentration. C'est difficile de faire l'olfaction à 150 personnes, donc ce n'est pas un exercice banal, c'est pas on prend la mouillette et puis oui, on sent 2 trucs si vous voulez. Il faut quand même rester concentré à minima. Normalement, je fais faire des exercices de respiration avant. On essaye de faire le vide un petit peu, de respirer lentement. Et ensuite, on va sentir pendant très peu de temps, là, parce qu'on n'a pas évidemment le temps, mais on peut faire des olfactions longues. Je vais faire des olfactions de 1 quart d'heure, 1 demi-heure, voire 1 heure quand on est en stage nature. Et là, on voit des choses dans le temps qui viennent. Donc, essayez
dans votre tête de décrire l'odeur. Alors évidemment, mes élèves la témoin devant. Si vous avez quelques descripteurs, mais pouvez aussi vous amuser à trouver des descripteurs au-delà du j'aime ou je n'aime pas et essayer de, comment dirais-je, reconnaître l'odeur. Là, on la connaît puisque c'est de l'encens. Hein. Donc voilà. Mais le j'aime pas, ça, je ne vais pas pouvoir travailler avec en thérapeutique. Hein. Donc il faut essayer de décrire une odeur. Est-ce que c'est ambré? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est épicé? Est-ce que, je ne sais pas, c'est une odeur montante? Est-ce qu'au contraire, c'est très équilibrant? Est-ce qu'on est vraiment très à la terre? Voyez, on essaye de faire ceci. Alors, je ne sais pas si vous avez les mouillettes, ça va venir. On va prendre un temps de, je ne sais pas, je dirais 2 minutes. Hein. Donc, vous qui l'avez déjà, essayez déjà de bien vous concentrer. Notez les mots-clés qui vous viennent. Hein. Le but, c'est de savoir concrètement, ce n'est pas un jeu, déjà savoir, est-ce que je vais acheter cette huile pour l'hôpital, pour l'EHPAD? Est-ce que je peux l'acheter? Est-ce qu'elle est de qualité suffisante? Ou au contraire, d'entrée, on sent que non, ce n'est pas tout à fait ça. Bien sûr, on rapprochera ça plus tard à la chromatographie, bien sûr. On se met droit, on respire, on ferme les yeux, on essaye de faire le vide, d'accord? Il y a toute une technique, hein. Je suis en train d'écrire un bouquin, j'ai 135 pages de méthodologie là-dessus. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien, c'est pas on sentine, quoi. Hein. Il y a une méthode, hein, qui dérive d'ailleurs de la méthode de parfumerie. Mais on n'est pas dans la parfumerie, parce que vous allez voir que les approches sensorielles en thérapeutique sont beaucoup plus précises et beaucoup plus pointues que le point de vue du parfumeur, qui finalement n'est qu'un point de vue hédonique, et ce n'est pas suffisant. Alors, on essaye de faire le silence pendant 1 à 2 minutes. On respire, on se met une dizaine de centimètres et on agite et on essaye de voir si on a plusieurs envolées. Hein? Parce que souvent, il y a plusieurs envolées. Les notes de tête, puis les notes de cœur et enfin, celles qui restent, les notes de fond. Donc, essayez d'évaluer la qualité, de voir si c'est plutôt bon pour un achat hospitalier ou plutôt pas du tout. Ça, il y a quelque chose d'oxydé, de vieilli, d'impropre à la thérapeutique. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de déceler s'il y a une différence entre le premier échantillon et le deuxième. Je vois des têtes qui... Très bien, je pense que ton appréciation est bonne. Essayez d'avoir un descripteur. Qu'est-ce qui va différencier ces deux huiles? Vous comprenez bien que c'est extrêmement important de faire cet exercice quand vous achetez une huile essentielle. On ne peut pas se fier uniquement à la chromatographie. Il faut aussi faire travailler le nez pour choisir. Est-ce que c'est plus doux? Est-ce que c'est plus agressif? Est-ce que ça monte plus haut? Est-ce que dans le temps, quand on le sent dans le temps, est-ce que ça sent toujours la même chose? Est-ce que c'est une odeur longue ou bien courte? C'est autant d'éléments qui sont extrêmement importants. Essayez de vous concentrer un peu parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, ce sont des nuances. Mais il faut savoir travailler dans la nuance. Parce que les approches sensorielles, c'est ça, justement. C'est ce détail. Proust disait, je veux aller dans le détail du détail. Eh bien, je pense qu'il faut en être là. Hier, on était uniquement dans l'analytique, je dirais presque avec des sabots un peu lourds, hein, qui est fondamental. Aujourd'hui, il va falloir avoir plus de discernement. Bien. On sent d'ici, hein, ça donne une ambiance, un climat, dont tu parlais d'ailleurs. Bien. Alors, on peut peut-être débriefer à minima, hein, on est comme si on était entre nous, on est beaucoup, mais bon, vous sentez vraiment une différence entre la 1 et la 2? Qui pense qu'il achèterait volontiers la première par rapport à la deuxième? Levez le doigt.
Et qui pense qu'il achèterait plutôt la deuxième? On est presque 50-50 là, hein? C'est donc difficile. Bien. La première, qui pourrait me donner, parmi peut-être les gens, ou n'importe, hein, si vous avez un mot qui vous vient, pour qualifier la première huile? Épicé, oui. Boisé. Piquant. Plus ronde. Par rapport à la deuxième, tu la trouves plus ronde. D'accord? Chaleur. Moins agressive. C'est ça? Plus spirituelle. Elle détend davantage. Plus citronnée. Vous sentez la douceur de la première par rapport à la deuxième. La douceur, la rondeur, c'est l'huile artisanale, issue d'une distillation lente et douce. Pourquoi cette rondeur et cette douceur? Parce que cette huile artisanale est composée de 1000 molécules différentes. On a été chercher dans la plante l'ensemble du cocktail moléculaire, le totum moléculaire. D'accord? Alors que dans la deuxième, tac, ça tape davantage. Elle est plus agressive, elle est plus plate, elle dure moins en longueur. D'accord? Pourquoi? La distillation est beaucoup plus courte, elle n'est pas aboutie et il va manquer des molécules, notamment tous les sesquiterpènes, les molécules lourdes qui ont un haut poids moléculaire, les C15, les C20, même les C30, on ne les aura pas. Dans l'encens, il y en a. Et donc, si vous voulez, si vous vous plantez, eh bien, vous n'aurez pas l'efficacité thérapeutique. Si la distillation n'est pas suffisamment longue, les C15, les sesquiterpènes, vous ne les aurez pas. Et donc, vous n'aurez pas ou très peu d'activité thérapeutique. Donc, il faut savoir, si vous voulez, reconnaître cette douceur. Plus l'huile est douce, moins elle sent d'une façon intense, puissante, je dirais, corrosive, caustique, quel mot employer? Eh bien, plus c'est doux et meilleure sera la qualité. Voilà. Voyez, donc pour explorer d'autres régions de la réalité, je prends les propos carrément de Heisenberg, le manuscrit de 1942, Heisenberg qui était prix Nobel en physique quantique, qui nous parlait déjà d'un indispensable tamisage des concepts. C'est extrêmement important à l'heure actuelle, de prendre l'huile essentielle au centre du travail, d'avoir une vision analytique avec évidemment les molécules, tout ce qu'a fait Francôme et la suite, mais aussi d'avoir un autre point de vue, d'être capable de se déplacer, de se décaler et de l'examiner d'un point de vue sensoriel, c'est-à-dire olfactivement. Et bien sûr, après, on fera un rapprochement entre ces deux paradigmes, car ce sont en fait deux paradigmes différents. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des gourous, comme j'aime à le dire. Et donc, bien sûr, ces approches sensorielles qui sont jugées par les scientifiques d'hier, je dirais, parce que les scientifiques d'aujourd'hui ont bien compris que la subjectivité était très importante. La science est censée être très objective. Donc, on nous dit si tu sens une huile ou si tu fais sentir une huile, ça ne peut être qu'un point de vue essentiellement subjectif et donc ce n'est pas applicable ni en science ni en thérapeutique, encore moins en thérapeutique. Donc il fallait fonder ces approches sensorielles de l'aromathérapie avec une assise scientifique, une assise philosophique et une assise méthodologique. Je suis en train d'écrire ce gros pavé encore qui me donne d'ailleurs beaucoup de fil à retordre, ça fait 4 ans que je suis dessus, mais ça va sortir, quand même ça va sortir. Il fallait une assise à ces approches pour ne pas aller trouver Madame Soleil sur Internet qui vous dit « Sentez donc cette huile essentielle, ça va vous redonner confiance en vous. » Bah oui, mais il n'y a pas d'études, même statistiques, on n'a rien. Si vous voulez, ce sont des allégations qui sont gratuites. Or, tout le monde commence à faire de l'olfaction en milieu hospitalier. Donc, il fallait caler les pratiques. C'est pour ça que j'essaie d'y travailler avec mes élèves de la façon dont je vais vous montrer un petit peu ici. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on essaye de faire, si je résume, mais alors absolument évidemment à outrance, on essaye de faire une observation
directe. Observation directe, c'est ce que Husserl, la philosophie de Husserl, la phénoménologie, appelle l'époquée. Donc c'est une forme de méditation, une suspension de tout jugement et de ressentir. On est comme un enfant, on ne connaît rien à rien, on prend l'odeur simplement et on voit ce qu'elle vous fait sentir, ressentir, comment elle s'imprime sur votre corps et sur votre esprit. Bien. Donc on prend des notes. Par rapport à une description à faire, on fait un recueil par rapport à des grilles méthodologiques. Donc j'ai fait des grilles méthodologiques pour voir si effectivement il y a un impact sur le corps, s'il y a un impact sur le mental, un impact sur l'affectif. D'accord ? Donc c'est une grille qui aide, si vous voulez, à trouver des mots, parce que c'est compliqué comme ça de trouver des mots pour décrire une odeur. Ô combien difficile ! Et donc, après que chacun ait fait ce travail, ce que j'ai demandé à faire à une quinzaine de vos collègues ici, on fera une mise en commun, c'est-à-dire que chacun rapportera de l'odeur ce qu'il a senti, ressenti, avec ses mots à lui. Donc là, on est dans la subjectivité totale. Et on va se rendre compte que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et cette mise en commun, c'est toujours issu de la phénoménologie de Husserl, pour ceux qui connaissent. On est vraiment se rapporter à la chose même. C'est ça qu'il voulait faire. Et donc, cette mise en commun des esquisses, c'est ce que j'appelle des esquisses, on obtient une intersubjectivité. On est d'accord ? La subjectivité de chacun se transforme par une mise en commun, par une intersubjectivité. Donc, on essaye de voir quels sont les descripteurs communs. Est-ce que l'idée, en gros, tourne autour de la même chose ou est-ce que c'est complètement divergent ? Et on se rend compte que on sent quand même tous à peu près la même chose. Alors, il y en a certains qui ne sentent pas du tout, on est d'accord, ça sort carrément du cadre statistique, parce que là, il faudrait faire de la statistique un petit peu fine. Et donc, on arrive à trouver des descripteurs communs pour trouver, des noyaux objectifs, ce que j'appelle des noyaux objectifs, et on en fait le graphique, et on va essayer de le faire, on va tenter, je vous ai dit que c'était très audacieux, mais on va tenter, pour arriver à faire un graphique, et donc avoir un dessin, si vous voulez, de l'odeur, un dessin éphémère, comme une photographie au temps T, qui n'a de valeur que presque instantanée. Et on a également un dessin de la géographie analytique avec le triangle de Melbiot. On verra qu'effectivement, il a dessiné aussi les molécules de monoterpénol, de sesquiterpène, d'ester, etc. Et on tâchera de faire le comparatif, c'est-à-dire on aura nos deux points de vue, le point de vue sensoriel d'une part et le point de vue analytique d'autre part, ce qui permettra d'échanger très sérieusement sur une odeur. Alors, j'essaye de passer, voilà. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer là, c'est qu'on va pouvoir passer de la subjectivité des ressentis à une intersubjectivité qui là va être statistique, parce que moi j'en suis encore au stade préhistorique, mais il existe des statistiques très 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 fines, notamment la statistique multivariée. Il y a Bruno Falissard qui fait ça à Paris, là, il n'a pas le temps de s'occuper de moi, c'est bien dommage, mais il s'occupe beaucoup de thérapeutiques complémentaires, et comme il est psy également, si vous voulez, c'est très très bien, et statisticien. Et donc, si on avait un très grand nombre des cohortes avec des milliers de personnes où on pourrait colliger finalement les champs lexicaux rapportés par chacun, on pourrait avoir des points dans le graphique, si vous voulez, extrêmement exacts et pouvoir définir ce que j'appelle les noyaux objectifs. Là, on a fait la lavande parce que là, effectivement, à chaque fois qu'en cours je fais la lavande, on a deux zones de ressenti. Une qui est un petit peu en bas, où on ressent le caractère un petit peu terrestre, si je dirais, de la lavande, qui pousse d'ailleurs dans le calcaire et quand on regarde la plante, on voit bien que c'est une tige très droite. On peut aussi sentir, mais regarder la plante et l'impression qu'elle nous laisse, c'est quelqu'un comme la maman qui rassure et qui corrige, qui éduque, qui guide. Donc on a quelque chose de bien ancré au sol et puis aussi ce grand cœur très harmonisant. On a un deuxième rond qui se situe au niveau d'un équilibre, si vous voulez. C'est une huile extrêmement équilibrée, équilibrante. Et donc on peut dessiner les nuages de points. Alors j'appelle ça des points probables. On travaille en probabilité, on est en statistique. Mais c'est un nuage, voilà, un nuage de ressenti et on voit des zones de ressenti. Voilà.
Donc, on peut faire des diagrammes de dispersion et des graphiques en nuages de points sur chacune des huiles essentielles. Dans mon bouquin, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, de dessiner, si vous voulez, chaque odeur pour pouvoir communiquer, être suffisamment, j'ai dit suffisamment objectif pour pouvoir, entre thérapeutes ou entre chercheurs, parce que ça fait aussi avancer la connaissance de la plante et de l'être plante, de pouvoir communiquer, parler à propos d'une odeur, au lieu de « Ah ouais, ça sent bon, je vais essayer chez Madame Machin qui a ceci ou qui a cela, si vous voulez. » Ça ne suffit pas. Il faut être capable d'aller beaucoup plus dans le détail. Et donc, d'un côté, on aura ce triangle avec ses noyaux objectifs, nuages de ressenti probables, si vous voulez, et de l'autre côté, on tâchera de rapprocher avec la biochimie, mais ce n'est pas forcément copier-coller, loin de là. Ces deux tableaux de bord, je dis toujours, c'est comme une voiture, quand vous conduisez, vous avez le compte-tours, et puis vous avez, je ne sais pas quoi, la vitesse, par exemple, mais ça vous permet de conduire un petit peu mieux. C'est toujours l'idée qu'un seul point de vue n'est plus suffisant en sciences modernes. Nous avons besoin d'autres points de vue. La physique quantique nous apprend ceci. L'objectivité, on sait très bien que c'est pratiquement impossible et que c'est la subjectivité et l'implication de l'observateur qui est important. Ça, c'est de la physique moderne, et donc il faut des points différents. Et j'espère, et je pense que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, nous aurons encore d'autres points pour circonscrire, mettre un relief et une meilleure connaissance donc, de la plante, de l'être plante. Donc les synthèses moléculaires sont téléguidées par l'intention générale de la plante dans un environnement donné. Donc ça permet aussi de voir différentes plantes en fonction du biotope, etc. On fait des études, là on va faire des stages nature justement, où on va étudier les cèdres, les cyprès, les santal, et on va voir vraiment les différences fines qui existent, tant sur le plan olfactif que quelquefois sur la chromato, mais quelquefois la chromato n'est pas suffisamment explicite et on a besoin de cet outil qui est le nez. Voilà. Donc, emboîtement des paradigmes, vous comprenez bien que la chromato va permettre une identification, va permettre aussi la toxicologie, ça c'est quand même drôlement important, et également des prévisions thérapeutiques, mais pas toutes les prévisions thérapeutiques. Quand on prend le bouquin de Francombe, ou d'ailleurs des autres, parce que tout le monde a copié les uns sur les autres, vous voyez certaines allégations au niveau psycho-émotionnel qui n'ont rien à voir avec la choucroute d'un méthylchavicol ou d'avec un carvacrol. On veut induire, si vous voulez, telle ou telle indication thérapeutique alors qu'il n'y a aucun fondement. Évidemment, on nous parlait tout à l'heure des infections urinaires. Là, c'est sûr que les phénols, le carvacrol, l'aldéhyde cinnamique ont un impact sur les germes. Mais si vous voulez, pour redonner confiance en soi ou pour lutter contre une colère ou une hyperagitation, il n'y a pas une molécule qui va induire ceci ou cela. Et pourtant, il y a certaines huiles qui vont permettre justement ceci, alors que d'autres ne le permettront pas. Ça, on va le déterminer dans l'état actuel de nos connaissances. Peut-être qu'on arrivera plus tard à faire d'autres investigations, mais le nez va nous aider beaucoup. Donc, l'analytique, ça nous permet tout ça, et le sensoriel, eh bien, de vérifier évidemment la qualité médicale à laquelle je tiens énormément, et c'est pour ça que j'incite tous les acheteurs d'huiles essentielles, mais d'ailleurs pour nous-mêmes, eh bien, à faire ce double contrôle, d'abord demander la chromatographie, et ensuite contrôler avec le nez que eh bien, ça correspond à peu près, parce que quelquefois c'est dissonant, et là on se dit que je me fais arnaquer, entre guillemets. Ça peut arriver. Les utilisations thérapeutiques peuvent être confirmées, élargies, plus fines, plus personnalisées, parce qu'après, évidemment, on va faire choisir au patient, et donc là, on le rend acteur de ses soins, et on va avoir une médecine beaucoup plus personnalisée. On va favoriser l'observance aussi, évidemment, en faisant sentir, en faisant des olfactions. Alors, on ne va pas faire des olfactions très longues, évidemment, à l'hôpital, mais on peut faire des ateliers, on verra, et c'est très, très intéressant de faire ça. Et puis, on fait des travaux sur la mémoire, des ateliers aussi, pour tout ce qui est Alzheimer, etc. Mais là, il faut le guider. C'est ça qui m'a conduit à écrire ce bouquin et puis à vous parler aujourd'hui. C'est que je n'en peux plus de voir, j'interviens dans beaucoup d'hôpitaux, ils commencent l'olfaction, mais vraiment, il n'y a rien de carré, quoi. Il n'y a rien de calé. C'est, on va faire plutôt ça parce que, on dit que, mais en fait, on ne sait pas.
il faut quand même, c'est le patient, ça peut être notre papa, notre maman, donc il faut être responsable et sérieux. Donc il ne faut pas faire des allégations n'importe lesquelles. Donc il faut essayer de voir pourquoi une menthe est utile sur la colère ou pourquoi une camomille va vous apaiser complètement, si vous voulez. Donc c'est très utile de faire de l'olfaction et sur les pathologies d'ailleurs physiques, mais aussi évidemment et surtout, surtout sur le psycho-émotionnel, tout ce qui est peur, tristesse, insomnie, agitation. Ils font déjà beaucoup ça à l'hôpital de Valenciennes où on travaille pas mal. Madame Gomez, le docteur Géraldine Gomez a mis au point tout un comment dirais-je, une gamme déjà de produits qu'on peut utiliser, qui ont déjà été testés, donc on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, souvent en absence de tout traitement conventionnel, c'est ça l'intérêt, parce qu'en psycho-émotionnel, souvent il n'y a pas ou peu de traitement conventionnel et on est bien content, les médecins sont bien contents de pouvoir trouver un remède. Alors, on va essayer de dessiner l'encens. Donc on va reprendre la touche encens numéro 1. Donc là j'invite surtout les personnes qui sont devant moi à reprendre cette touche. Ressenti et descripteur caractéristique. Alors je vais vous demander si ça appartient à des champs lexicaux comme par exemple celui de la terre, de l'air, de l'eau ou du feu pour permettre de dessiner. Je ne vous raconte pas par le menu comment j'en suis arrivé là, mais j'ai redessiné un triangle, non pas pour imiter Melbio parce que j'ai essayé toutes les formes et je suis tombé pour le moment sur le triangle pareil. Et donc, vous voyez, sur ce triangle, vous avez un côté, la base, c'est la terre. Et donc, on sent très bien si l'odeur que vous avez sentie, est-ce qu'elle vous ramène à la terre? Est-ce que c'est une odeur qui a un champ lexical qui indique de la densité, de la structure, comment dirais-je, c'est rétracté, on sent quelque chose de solide, qui est bien ferme, qui a une forme, si vous voulez. Ou au contraire, est-ce que vous avez senti beaucoup de légèreté? Et là, à ce moment-là, on est ici sur ce côté air, vous pouvez marquer là, air. Air, c'est le mental. Et donc, dès que vous avez l'odeur qui est vraiment très légère, comme une plume qui se déplace au moindre souffle, on sent quelque chose qui monte, mais qui est aussi très, très mental, quelque part très froid, comme le mathématicien qui fait ses calculs. Et bien là, on mettra le point à ce moment-là plutôt du côté de la légèreté. Au contraire, on a aussi le côté haut. Le côté haut, c'est ici, à gauche du triangle, qui est aussi le côté de l'affectivité, un côté, je dirais, très yin, très enveloppant, très fluide. L'eau, l'idée de l'eau, elle coule, elle épouse toutes les formes, si vous voulez. C'est quelque chose de chaleureux, qui va d'ailleurs se rapprocher de l'inflammation en thérapeutique. Douleur, chaleur, rougeur, tuméfaction. Au centre du triangle, on peut aussi dénominer une zone, la zone d'équilibre, que j'appelle aussi la zone de lâcher-prise, si vous voulez, si vous sentez que l'odeur est vraiment très, très équilibrée, équilibrante, et que là, on est bien, on est vraiment en équilibre entre l'eau, la terre, et le feu, etc. Donc, vous essayez de placer, alors en général, on peut placer un point dans le triangle, un point caractéristique, voire 2 points caractéristiques, parce que ça correspondra à 2 envolées. Ça peut être 3, mais ça ne sera pas 150 000 non plus. Quelles sont les principales caractéristiques? C'est un exercice qui est difficile au début, parce qu'on ne sait pas dire « Ah oui, c'est plutôt en bas, mais ah oui, c'est ça, mais en même temps, c'est aussi ça. » Bien sûr, une odeur est complexe, on le soulignait tout à l'heure. Une odeur est infiniment complexe, et elle est à la fois un peu terre, un peu eau, un peu air et un peu feu, si vous voulez. Ok? Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui sont nettes et qui doivent se dégager. Vous avez, j'expliquais qu'un thym à thymol ou un thym à carvacrol, il est plutôt terre. On est vraiment la base du triangle. Au contraire, un ravinsara, vous avez tous dans le nez, un ravinsara très, 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 très fin qui va monter et là, on sera beaucoup plus en hauteur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner l'odeur, c'est-à-dire est-ce que vous avez réussi à faire un point ou 2. Donc maintenant, je vais le dessiner au tableau. Il faudrait un marqueur. Allez, vous vous présentez et vous venez dessiner au tableau le point que vous avez mis. Alors, je fais le triangle. Toc, toc, toc.
poids. Je vais être entre les deux là. Voilà, vous voyez, c'est très varié. Hein. Alors, on ne cherche absolument à rien démontrer, hein, absolument rien. Simplement, ça permet de travailler sur une odeur, de communiquer sur une odeur, tout simplement. Hein. On ne cherche pas à avoir un résultat qui serait prédéterminé à l'avance. Hein. Alors, bien entendu, cet exercice, on l'a fait dans de très mauvaises conditions. En principe, je fais sentir une demi-heure. Hein. On sent pendant une demi-heure. Et au début, on peut avoir des résultats en se disant « Oh, cette huile, oh là là, c'est agressif, j'aime pas du tout, c'est désagréable. » Et puis au bout de 10 minutes, eh bien, on sent que ça devient meilleur. Dis donc, je sens d'autres envolées que je ne sentais pas au démarrage. Et à la fin, oh là là, mais à la fin, c'est tellement bien qu'on en devient addict, par exemple. Ou ça peut être le contraire, hein, bien sûr. Voilà. Alors, une fois que chacun a fait son point, et vous comprenez bien qu'évidemment, plus on a de points, plus on a de chances statistiquement d'avoir des résultats qui sont intéressants, on essaye de délimiter des zones de ressenti. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit déjà que c'est très dispersé. C'est très dispersé par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Hein. Bon, en même temps, c'est de l'encens, donc ça ne m'étonne pas vraiment, parce que l'encens, c'est quelque chose de extrêmement complexe, si vous voulez. Hein. Et donc, on voit une zone quand même qui est quand même un petit peu ici, là, avec un peu d'expérience. Il y a un truc qui est là, et puis un truc qui est là. Hein. Voilà, en gros. Et bien sûr, vous avez quelques outliers qui montent. Mais là, effectivement, on aurait continué l'olfaction. Il est certain que ces points-là auraient été beaucoup plus importants. Ça, c'est certain, parce que l'encens met du temps. Hein, voilà. Donc, on peut dessiner, en gros, eh bien, une zone. Déjà, on remarque quand même, on est quand même relativement à la terre. On est quand même ancré à la terre. C'est une huile qui a une structure qui vous accroche, même si c'est pas, je vous dis, du tintimol ou c'est pas vraiment une accroche vraiment très solide, mais on a quand même un tropisme de structure, donc ça va assurer une structure en thérapeutique. Et puis quelque chose qui cherche à s'élever, voire même là, on a des choses qui commencent à s'élever. Voilà, c'est ça qu'on peut en dire, c'est ça qu'on peut retenir. Donc effectivement, l'encens, déjà, on a senti les deux. Donc l'encens artisanal, vous voyez, on a 80% de monoterpènes et 50% d'alpha-pinène. Voilà, ça se traduit comme ça, beaucoup de monoterpènes et un petit peu de sesquiterpènes. Quand on passe dans l'industriel, on a un taux qui chute carrément. Et là, on n'a pratiquement plus de sesquiterpènes. Regardez, tout ce qui va être les C20, là, eh bien, on est déjà à l'état de trace ou de 0,2-0,3%. En industriel, on n'en a pas. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important d'être capable de faire travailler son nez pour choisir une huile essentielle. Si vous prenez un encens qui ne contient pas de C15 ou pas de C20, eh bien, ça ne sert à rien. Sinon à se faire plaisir et à croire que. Donc, bien sûr, il faut toujours rapprocher à la chimie. Donc, distillation artisanale versus distillation industrielle, vous avez compris ce que je cherche à montrer. Utilisation pour le psycho-émotionnel, c'est absolument indispensable d'avoir une huile de qualité médicale et que l'on a senti avant et dont on a pu apprécier les qualités. Donc le chémotype, eh bien, ok, mais il faut étudier la chromato dans le détail en s'aidant de l'olfaction qui va confirmer ou préciser les propriétés. Là, je vous l'ai mis, quand on a effectivement une distillation trop rapide ou à température trop haute, eh bien, on n'aura pas certaines molécules, absence de bornéol, absence d'alpha-thuyène, dont on sait qu'ils sont très psychoactifs. Une chute également du sabinène. Tout ça, ce sont des molécules psychoactives. Alors, il y en a 0, mais c'est très important quand on veut faire du psycho-émotionnel. Juste, je vais vous mettre le doigt là-dessus à toute vitesse parce qu'on n'a hélas pas le temps. Présence ou augmentation de cétones neurotoxiques, ça se sent au nez. On va sentir aussi une certaine forme de toxicité. Bien.
Alors maintenant, on va sentir la myrrhe, d'accord? La myrrhe, alors la myrrhe, oui, mais quelle myrrhe? Toujours le même problème. Hein? Alors, selon effectivement Marc-Ivo Böning, qui ne dit pas que des bêtises, hein, cet homme-là, hein, il a repéré quelque chose de très intéressant à mon avis, qu'on va pouvoir sentir, c'est que souvent on appelle la myrrhe commiphora myrrha molmol, d'accord? Et ça, c'est soi-disant la myrrhe classique, mais lui, il nous dit non, il y a une myrrhe, la myrrhe classique que vous allez sentir, hein, et que l'on va différencier d'une myrrhe molmol, hein, qui va avoir des indications complètement différentes. Il y en a une qui va contenir la classique pratiquement que des sesquiterpènes et l'autre que des monoterpènes. Voilà. Quand même, c'est vraiment très bref, mais bon, vous voyez là, hein, ça c'est vraiment le geste monoterpène par excellence. Hein. Le geste monoterpène, le climat monoterpène, parce que j'aime bien donner des climats maintenant à mes molécules, si vous voulez, c'est un ancrage, si vous voulez, au sol, et puis c'est ce sautillement, c'est-à-dire que les monoterpènes, comme dans les citrus, hein, orange, citron, pamplemousse, on a cette reliance à la terre, mais en même temps, on essaye de se dégager de la terre, mais on n'y arrive pas tout à fait. C'est exactement ce qui se passe là. Et l'encens, quand on poursuivra, après on arrivera à se dématérialiser. Alors, essayez de sentir cette myrrhe, la myrrhe numéro 1. Voilà. Parce qu'on ne fait pas qu'imaginer les choses. Hein. Je vous ai mis, hein, en plaisantant, dessine-moi la myrrhe. Hein. Le dessin, c'est quelque chose quand même qui deviendra en tout cas scientifique. Hein, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas l'imaginaire qui travaille. Hein, ça permet de communiquer sur une odeur et de faire cette objectivité seconde à partir d'une appréciation concrète, mais que les anciens faisaient très bien. Hein. L'observation et la perception, c'est une analyse avec un scalpel très fin. Et là, bien sûr, il faut être dans les conditions adéquates. Hein. Alors, vous sentez la myrrhe? Voilà, sentez cette myrrhe. Et vous pouvez, parce qu'il nous reste peu de temps, déjà commencer à distribuer la deuxième myrrhe, hein, voilà, qui est la myrrhe, pour le coup, molmol, et qui est une myrrhe à monoterpène. Et donc, ne pas se tromper, hein, parce que le geste sesquiterpène n'est pas le même que le geste monoterpène en psycho-émotionnel. Je vous ai dit, le geste monoterpène, on est ancré et on essaie d'accéder, si vous voulez, en haut, et ensuite, tac, on se dématérialise, alors que le geste sesquiterpène, c'est quelque chose qui vous ramène à la terre, c'est un geste d'abord d'incarnation, et dans un deuxième temps, voilà, on montre le chemin, et ensuite, on commence à s'élever. Hein. Pour ça, l'or, la myrrhe et l'encens, hein, c'est tout à fait caractéristique de ça. D'abord, on utilise la myrrhe qui montre le chemin austère. Vous sentez cette myrrhe classique, hein, ce côté, je vois là, c'est l'amygdale qui fait froncer les sourcils. Hein. Voilà, ça veut dire que c'est quelque chose de rustique, un petit peu amer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette... Je vais très vite, hein, parce qu'on n'a vraiment pas le temps, hélas. Qu'est-ce que vous pourriez dire, les personnes qui sont devant, de cette myrrhe numéro 1 ? Quels sont les descripteurs? Champignons, oui, ça c'est bien vu. Il y a de ça. Humide. Terre mouillée. Un petit peu d'amertume. Le côté ambré aussi est senti. D'accord? Alors vous allez me faire des points. Hein? Vous allez me faire un point là-dessus, ou des points, hein, sur la myrrhe. Voilà. Eh bien, ensuite, par rapport à la myrrhe numéro 2, est-ce que vous sentez la myrrhe numéro 2? Elle est plus aérienne, tout à fait. Elle est beaucoup plus aérienne, c'est net. Hein. Il y a myrrhe et myrrhe. La myrrhe à sesquiterpène et la myrrhe à monoterpène. Le nez est capable de le connaître, si vous voulez, d'avoir cette connaissance. Et donc, ça nous indique en thérapeutique quelque chose. Ce n'est pas du tout le même geste. Hein, et on ne pourra pas faire sentir la même chose au même patient. Hein. La myrrhe, c'est sûr, à sesquiterpène est davantage une huile de passage, hein, alors que la myrrhe à monoterpène, davantage de soins palliatifs, par exemple. Hein. Voilà, on voit d'abord la différence
de viscosité. Il y en a une qui est translucide et l'autre qui est visqueuse. C'est important. L'une qui a une odeur d'église, plus astringente, plus profonde. L'autre, c'est plus une odeur de conifère, forcément, c'est des monoterpènes, hein, avec cette odeur de térébenthine. Et puis, eh bien, voilà, des molécules très antalgiques, hein, furanodesma 1,3-diène d'un côté, et puis vous avez alpha et bêta-pinène de l'autre. Bien, allez, on va refaire un graphique. Donc vous allez passer, et je vous laisse en même temps pour vous imprégner de ceci, parce que ça, c'est vraiment le schéma général de toutes les gommes résines, qui sont des substances extrêmement intéressantes en thérapeutique. Je vous ai dit que c'était très audacieux parce qu'on a peu de temps, mais au moins ça vous montre quelque chose de nouveau. Allez, vas-y, tu fais tes points. Voilà, alors vous comprenez qu'effectivement, hein, si on a des cohortes de plusieurs milliers de personnes, eh bien on fait des choses vraiment parfaites, quoi, alors que là on est vraiment à l'âge de pierre, hein, carrément à l'âge de pierre. Mais ça donne l'orientation générale de ce que seront, je l'espère un jour, les approches sensorielles. Alors, sur le vif, quand on cherche à rien démontrer du tout, on voit quoi? Ici, on est plutôt de ce côté-là, d'accord? On est plutôt de ce côté-là et on est plutôt un peu plus en bas. Alors qu'ici, on est plutôt de ce côté mental, ici, et on est plutôt là-haut. Voilà, ici, monoterpène. Ici, sesquiterpène. Sesquiterpène, le geste, on part du sol, on ancre, d'abord on ramène à la terre et ensuite ça ouvre plus tard. Mais là, il faudrait une olfaction beaucoup plus longue. Le geste, monoterpène, il est à la terre et il essaye progressivement de monter, mais il n'arrive pas à se dégager. Cependant, dans l'encens, vous avez monoterpène plus un petit peu de sesquiterpène, ce qui permet de finir l'olfaction en montant. Donc on arrive, tout ça, je vais très vite et donc très mal, c'est sûr, j'en ai conscience, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu les choses. Donc, l'analyse sensorielle, donc ça nous permet de déboucher sur des choses concrètes, bien sûr, hein, c'est ce qui nous intéresse. Hein. On va essayer de vous faire tester le protocole qui a été fait à Beaujois-Vallée pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Évaluez l'odeur. Est-ce que cette odeur vous paraît plutôt agréable ou plutôt désagréable? Car c'est très important, hein, pour les patients de quand même pouvoir leur proposer une odeur relativement agréable. Sinon, l'observance est nulle et ça ne va pas le faire, comme on dit. Hein. Donc, on passe de l'huile. Hein. C'est donc un protocole que j'ai mis ici avec de la myrrhe et de l'encens. D'accord, 1% de myrrhe, 2% d'encens, un petit peu d'orange douce. Bon, pour tout ce qui est anxiété, je vous rappelle que les citrus, c'est la joie, d'accord? C'est la joie, hein, la recharge énergétique. Et un petit peu de cyprès, 1%, qui a un tropisme veineux, mais en même temps, qui est capable de transcender les deuils. Hein? Donc, voilà ce qu'on peut utiliser en soins palliatifs. Donc, un dosage à 5%. On reste dans des dosages très bas. Donc, au niveau toxicologique, il n'y a aucun souci. Et donc, on a une restructuration physique et psychique, une recherche d'un état de calme, lutte contre les angoisses avec la myrrhe. J'insiste bien, la myrrhe, c'est ce qui montre le chemin, ça réincarne, ça fait digérer, si j'ose dire, tous les problèmes que l'on a, et ça montre le chemin, comme je dis toujours, vers Dieu, entre guillemets, sans qu'il y ait de religiosité dans vos propos. Hein. Ensuite, l'encens va être capable de vous dématérialiser. À un moment donné, c'était l'autre partie, l'encens est capable de dématérialiser, comme la pruche est capable de dématérialiser, alors que le santal, par exemple, ne dématérialise pas. Il fait monter, mais il ne dématérialise pas. On n'utilisera pas un santal. Hein, il y en a qui sont accessibles, hein, au niveau des prix. Hein. Le santal de Nouvelle-Calédonie, par exemple, on ne l'utilisera pas en soins palliatifs. Ce n'est pas son objet. Par contre, en soins palliatifs, on utilisera de l'encens et on utilisera de la pruche du Canada. Et quand je dis la pruche du Canada, si vous avez un crayon et un papier, notez bien que c'est organe producteur
aiguille et non organe producteur rameau à bois. C'est totalement différent. On n'a pas évidemment le temps de vous le faire sentir, mais l'odeur est absolument différente. Si vous achetez rameau feuillé en pruche, ça ne sert à rien. Si au contraire vous achetez organe producteur aiguille, là il y aura beaucoup plus de monoterpènes et vous aurez cet effet de dématérialisation. Donc il faut toujours coupler l'achromato et l'olfaction. Juste vous demander quelles sont les personnes qui apprécient plutôt cette odeur. Bon, ben là, on a quand même une large majorité qui se dégage, donc c'est très bien. Quelles sont celles qui n'aiment vraiment pas ça? Personne. Si, une personne. D'accord. Alors là, ça s'appelle un outlier. Ça veut dire qu'il y a peut-être une souffrance qui a été contactée avec cette odeur-là et qu'il faut travailler justement là-dessus. Justement. Hein. Ah, la pauvre, la pauvre. Bon, vous voyez qu'en général, bon, c'est quand même assez fédérateur. Donc, effectivement, on fait ce type de protocole, on fait tester évidemment l'odeur et lorsque l'odeur est adéquate, on peut lancer le protocole dans les soins. Voilà. Donc, ça va nous servir à apprécier le niveau de qualité en conclusion. Hein, c'est la dernière diapo. Apprécier le niveau de qualité, c'est un choix technique pour affirmer une conformité et aussi asseoir la toxicité. On peut dessiner une odeur. Ça permet de communiquer, tout simplement de pouvoir en parler. Hein, ce n'est pas un truc figé, bien sûr. Être suffisamment objectif, je n'ai pas dit parfaitement, mais suffisamment objectif pour pouvoir communiquer. En 3, confirmer, préciser ou affiner un choix thérapeutique. Je vous ai dit, il y a des confusions entre santal, pruche et encens. Le santal, c'est non pour les soins palliatifs. Ce n'est pas que ce serait une erreur, mais ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Bien. Évaluation hédonique, évidemment, d'une synergie pour améliorer l'observance. Bon, ça, c'est le comité d'aroma qui s'occupe de ça, où un groupe, avant de lancer un protocole, on s'assure que ça sent suffisamment bon. Et puis, autre, et là, il y aurait des heures de cours à vous faire, parce que ça peut être aussi une aide au diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Hein. L'odorat, c'est très important. Également, rééducation olfactive post-Covid. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ateliers qui peuvent se faire avec l'olfaction, et je fais même souvent coupler de l'olfaction en atelier avec de la musique. D'accord? Vous faites sentir aux patients en musique, on ne le fera pas, mais ça on fera peut-être l'année prochaine. Et c'est absolument génialissime. Ça ne coûte rien au niveau économique, ça ne coûte rien. Et c'est un immense bonheur. On parlait de l'intention, on parlait de la bienveillance qui fait partie du soin. C'est une partie intégrante du soin, eh bien on peut y accéder. Juste le dernier mot, je voulais vous dire que certaines huiles peuvent paraître très intenses, très prégnantes, fortes, désagréables, comme par exemple la camomille, quand on la sent plein pot sous le nez, ça sent trop fort, c'est too much si vous voulez. Eh bien, ou la rose, même la rose. D'abord, elle est trop chère à l'achat et elle sent pas si bon que ça. Eh bien, maintenant, je fais sentir des teintures mères ou des alcoolatures. Donc, je vous engage à peut-être pouvoir faire en olfaction des dilutions. C'est bien que je suis l'homme des dilutions, moi. Hein. Donc, des teintures mères de rose, qu'on n'a pas le temps, etc. Mais faites-le, par exemple, chez vous. Si vous n'avez pas de rose pour vos patients, achetez de la teinture mère ou de l'alcoolature de rose ou des parfums qui paraissent trop forts et donc désagréables. Achetez des alcoolatures, hein, ça se trouve aussi. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, voilà. Bon, c'était trop rapide et bon, je m'en excuse, mais voilà.